Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Et aujourd'hui, on est lundi, et lundi ça veut dire quoi? Ça veut dire Diouf Show. Bienvenue, bienvenue dans ce nouveau numéro du Diouf Show. Comme tous les lundis, on est avec Hippolyte pour décrypter l'actu foot, sauce diakité. Et aujourd'hui, le programme est chargé, n'est-ce pas Hippolyte? Ah oui, j'ai le programme chargé, la calage est chargée. Installez-vous très confortablement. Ah oui, plus que ça, plus que ce que vous êtes en train de le faire. Parce que là, on le sait que vous êtes installé un petit peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Et c'est pas de bonnes conditions pour écouter le Diouf Show. Hein. Ah oui, là, faut être bien au fond de votre canapé ou de votre chaise, voire même dans votre lit, peu importe. Ou un canapé. On va pas exclure non plus pour une simple question de mobilier. Hippolyte, il faut être ouvert d'esprit. Non, oui, évidemment, on est... Ou même en voiture. Quel type d'endroit vous pouvez être assis, mais même debout, vous pouvez être confortablement. Non, c'est vrai, les gens peuvent être debout pour écouter ça. C'est ça. Dans tous les cas, mettez-vous confort. Et on part tout de suite. On commence par notre première partie, Nicolas. Et bah oui, la première partie est comme d'habitude la review des pronostics MPP. Et oui, totalement. Et alors déjà, comment résumer cette journée? Comment ne pas commencer par la guine en feu? Amaury nous a offert une sacrée journée sur MPP, un comeback de haut vol, puisque ça faisait un moment qu'il n'avait pas misé. Honnêtement, là, c'était du très très haut niveau. Et oui, effectivement, les absents ont souvent tort et les revenants ont souvent raison. Et là, il a eu raison de revenir, Amaury, étant donné que ce retour est fracassant et qu'il se place cette semaine en tête et pas qu'un peu des pronostics, n'est-ce pas, Hippolyte? 491 points quand même. 491 points. Très inspiré. En plus, on peut voir qu'il y a des prises de risque. Ça avait annoncé la victoire du Havre contre Strasbourg, donc une cote de 102. Il y avait quand même des coups risqués. Le seul vrai coup qui est raté sur une petite cote et qui n'a pas réussi, c'est la victoire de Monaco. Oui, mais sinon, effectivement. Toulouse-Saint-Etienne, score exact. Score exact entre Auxerre et Lens, 2-2. 169 points, score le plus prolifique de la journée, c'est assez impressionnant. Ce qui est plus que le score de Redugno sur l'ensemble de la journée. Oui. Absolument, on reviendra d'ailleurs sur Redugno un petit peu plus tard. Ensuite, du côté d'Amaury, donc le nul entre Montpellier et Nice, ça fallait être inspiré. La victoire de Brest contre Nantes, petite cote, il fallait prendre. Et Rennes contre Angers, on reviendra dessus. Mais aussi une victoire, 54 points, facile. Et quel retour, quelle audace et quelle belle récompense pour Amaury qui reste englué dans les bas-fonds du classement général. Mais on a connu ses déboires en début de saison des paris. Il n'a pas été très assidu, il le paye un peu au prix fort aujourd'hui. Et il pourrait s'en mordre les doigts, étant donné la réussite qui a été la sienne ce week-end. Peut-être déjà, on peut espérer un petit retour sur Nour. Alors, on va vous montrer le classement général pour que vous puissiez refaire le point. Mais il commence à se rapprocher de Nour. Il a 300, 400 points d'elle. Il peut y avoir quelque chose à jouer dans ce petit match dans le classement entre les deux Marocains dans cette grande course pour remporter la Ligue MPP. Et en parlant de ce classement général, on va revenir sur la tête de ce classement. Volontiers. Vous savez quoi, volontiers. Des hauts et des bas de ton côté, Nicolas, quand même, pour cette journée. Quelle était ton impression sur cette journée? Ouais, des hauts et des bas, effectivement. Je me suis réveillé un peu tard. Hein. J'ai manqué le match entre le TFC et Saint-Etienne, qui aurait pu me coûter cher. Alors, juste, avant de parler du reste, on peut revenir sur cet incident. Et oui. Qu'est-ce qui se passait? Première journée que tu rates depuis le début. Le décalage horaire. Et il faut dire que j'étais en train de cuisiner une soupe au cresson et que j'étais donc sur un autre dossier, parce que j'ai mangé soupe au cresson vendredi soir du match, et je suis passé à côté de l'événement. Eh bien, c'est terrible, parce que pourtant, c'était, je crois, le match où il y a eu le moins de pronostics depuis très longtemps. Et oui. Parce qu'il n'y a eu que 3 personnes qui pronostiquaient, et tous ont eu le résultat correct. Et en plus, Amaury et moi avons eu tous les deux le score exact. Donc finalement, c'était assez prolifique pour les gens dans la lutte, notamment pour moi. Moi, je dois avouer que même si on a envie de gagner sur le terrain, évidemment, sur le talent, j'étais content de voir que je pouvais recoller au classement de très près. Mais derrière, t'as tapé un coup fort. Le nul entre Auxerre et Lens, fallait aller chercher. Et oui. Le match nul, le 2-2 Montpellier-Nice, 171 points, pardon monsieur. On est sur du prono de très très haut vol. Bon, il y a ce petit truc entre Paris et OL. Effectivement, il valait peut-être Il fallait peut-être faire plat du pied sécurité. J'ai tenté l'audace un peu à l'instar de notre collègue Amaury. Ça n'a pas payé pour ce coup, mais peut-être la prochaine fois. Et je n'ai pas de leçon à recevoir de quelqu'un qui est second au classement général. Donc je vous prierai de rester absolument respectueux de la personne. J'allais en venir d'ailleurs. Calmez-vous un peu. Mais je suis calme. Je suis calme. Oui, j'espère. Bref,
Passons à la suite de cette émission, enfin du moins de cette review MPP avec une dernière question, un débat, j'ai envie de poser parce qu'on voit quand même une inversion des rapports de force, si je puis me permettre, des expressions. En tout cas, il y a un cap clair. Amaury très impérial, mais surtout derrière, Nicolas qui réussit à garder son avance, mais de pas grand-chose contre moi, et derrière surtout, Lucas et Redouane qui étaient en très grande forme ces dernières journées, qui régressent. Est-ce que cette journée est réellement l'inversion des tendances, ou est-ce que finalement c'est une journée à part? Il va y avoir juste le match entre Paris et Monaco et après il va plus rien avoir avant 2025. C'est une excellente question. Et comme une performance unique pour d'autres. C'est une excellente question et je pense que les prochains jours et prochaines semaines vont être riches en enseignements. Absolument, je n'ai rien à redire. Et bah, tant mieux en soi. Tout est à voir, mais je pense que l'hiver portera conseil et que on souhaite à certains des jolis cadeaux de Noël, d'ailleurs en passage. Évidemment. Maintenant, en parlant de cadeaux de Noël, on passe à la partie suivante, la minute Diakité. La minute Diakité, effectivement, Hippolyte, cette semaine, chers auditeurs, Oumar Diakité qui a disputé le match du Stade de Reims contre l'AS Monaco. C'était samedi à Deauville. Pour avoir le summum d'activité, puisque certains de nos auditeurs les plus fidèles nous ont reproché ne pas accrocher la minute, mais de faire 2 minutes 30 sur Oumar Diakité, cette fois-ci on se tiendra à une minute près. Est-ce que tu es prêt, Nicolas? Je suis prêt pour la minute Diakité, à votre top. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Alors qu'a fait notre champion d'Afrique pendant cette journée de Ligue 1? Alors Oumar Diakité a fait preuve de beaucoup d'activité contre l'AS Monaco. Il a été combatif, il a obtenu des fautes, il en a aussi commis. Il a envoyé une menace, comme on dit, sur la barre transversale en seconde mi-temps, mais pas de but pour l'Ivoirien, qui a d'ailleurs un niveau d'expected goals ou d'expected assists, donc pas décisive, assez faible, n'est-ce pas, Hippolyte? Oui, assez décevant finalement qu'on regarde statistiquement. 0,1 expected goals malgré cette frappe qui s'est écrasée sur la barre transversale. Ah, c'est le terme, on pourrait s'attendre à ce que ce soit plus haut, mais effectivement la frappe était difficile. Il n'y a pas non plus de regret du côté de Diakité, même si ça aurait pu être un magnifique but pour la victoire. Et pour corroborer à ce sentiment-là, je donnerai la note de nos confrères de l'Union, qui lui donnent une note de 5 sur 10, mais l'attaque étant très médiocre, Nakamura ayant un 3 et Ito un 5. Oui, Oumar Diakité, pour avoir regardé le match, a été l'attaquant rémois le plus en vue, en tout cas le plus dangereux et le plus remuant. Absolument. D'où cette note. Et peut-être cela a été dû à un choix vestimentaire de l'attaquant ivoirien qui a retenu ton attention, Hippolyte, pour terminer sur cette minute. Absolument. Pour terminer sur cette minute qu'on a déjà légèrement dépassée, c'est tout simplement le maillot rentré dans le short. Voilà, c'est Mateta, c'est Rodri, c'est Diouf, et c'est aussi Oumar Diakité. C'est mon grand-père, c'est un choix absolument magnifique. En parlant de choix absolument magnifiques, avant de passer à la partie suivante, je me permets de remercier notre sponsor, de remercier François Civil, sans qui cette émission n'existerait pas, sans rien, sans lui rien ne serait possible. On remercie François Civil. On le remercie et on le salue chaleureusement. Chaleureusement, évidemment. Maintenant, passons à l'instant mondial, n'est-ce pas? L'instant mondial, et oui, Hippolyte, c'est parti. Et oui, et parce que cette fois, j'ai préparé, et très assidûment, et aujourd'hui, on va du côté du pays de la bière et des frites. Je parle bien de la Belgique. La Belgique. Mais ça aurait été trop facile de parler de la Jupiler Pro League ou de parler d'un championnat de district wallon. Bah oui, une fois. Bah oui, parce que certains de nos éditeurs très assidus nous ont reproché l'absence de femmes dans notre émission. Et tout simplement, on va parler de la Belgian Women's Super League avec un championnat à seulement 8 équipes, un championnat assez curieux avec à peu près le même format que chez les garçons, c'est-à-dire les 4 premières sont qualifiées pour une phase pour remporter le championnat et les 4 dernières pour jouer le maintien. Et alors pour cette journée, un petit résumé rapidement. Alors déjà dans un match assez tendu et assez chaud du vendredi soir, Rennes s'est imposé contre Gand. Un match important puisque les deux clubs sont des clubs de milieu de tableau, même si Rennes doit surtout au Genk pour les francophones, doit surtout s'accrocher pour aller dans cette phase pour gagner le championnat et donc pour être complètement isolé d'une potentielle relégation, alors que de l'autre côté, les Gantoises sont un petit peu plus dans la zone rouge. Elles sont avant-dernières de son championnat, juste devant les Zulte Waregem, qui elles traînent encore leur galère, seulement 3 points en bout de 12 journées, et cette semaine un 5-0 assez violent face à Anderlecht. Une vaste gifle contre Anderlecht, qui est néanmoins une équipe plutôt de haut de classement, n'est-ce pas, Hippolyte?
Oui, absolument. Anderlecht, deuxième du championnat, avec 29 points, à 2 points de Leuven, sur qui on reviendra plus tard. C'est vraiment les deux meilleurs, l'une des deux meilleures équipes cette année. Ensuite, un match assez chaud, assez tendu. Victoire 7-0 du club Bruges contre Westerlo. C'était un match important, puisque avant cette journée-là, Westerlo était 6e et 5e et Bruges était 6e, et les places se sont inversées. Pour revenir sur le scénario de ce match, parce qu'il s'est passé des choses quand même. Ah, 7-0, oui, il s'est passé des choses, oui. Oui, parce qu'en fait, tout simplement, Bruges menait 2-0 tranquillement. Premier but à la 28e de Boutiebi. Ensuite, c'est Jad Aïda qui a amélioré le score à la 50e. Et là, c'est la dégringolade pour Westerlo, puisque tout simplement, Melissa Tom va être écopée d'un deuxième carton pour une faute dans la surface, qui est également synonyme de pénalty que Van Mechelen ne va pas se faire prier pour transformer. Tu as peut-être un avis à me donner sur ce carton rouge, sur ce pénalty accordé? Sur le pénalty, alors moi, de par mon passif, et en général, je suis toujours assez opposé à l'idée de double sanction. C'est-à-dire que lorsqu'un pénalty est sifflé, je goûte assez peu le carton rouge, d'autant plus dans le cas de cette faute de la défenseuse qui, à mes yeux, ne fait pas action de jeu. C'est, à mon avis, une exclusion abusive de la part de l'arbitre de la rencontre, et peut-être un peu qu'on arbitre avec une préférence pour un 7-0, ça ne m'étonnerait pas. Non, en tout cas, non. Tu peux pas dire ça, Nicolas. Non, mais non. Tu as vu le match? Tu as vu le match? Respectable? Non. Oui, j'ai vu le match. Elle est tombée plus vite qu'un boxeur corrompu, sans déconner. Mais en même temps, elle joue jamais le ballon. Mais elle ne joue pas le ballon, mais c'est ce que j'ai depuis le début. Mais c'est dangereux, c'est à un moment, c'est carton jaune et c'est pénalty. L'attaquant ne joue pas le ballon, on sait pas ce qu'elle fait dans la surface à ce moment-là, mais elle ne joue pas le ballon. C'est la défenseuse qui fait action de jeu. Mais la défenseuse, elle fait n'importe quoi. Non, elle fait une grosse erreur. Bref, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de controverses dans ce match. Passons à autre chose pour un petit peu redescendre l'atmosphère. Pour redescendre l'atmosphère, parce que oui. Je suis en train de monter en pression et moi, franchement, non, ça va pas. Non, on va rapidement finir ce championnat. Là, je sens que c'est un peu tendu. Voilà, c'était à peu près tout pour cet instant mondial. Et puis on passe peut-être à la suite. Ah, moi j'aimerais bien une petite surprise du chef, n'est-ce pas? Ah oui. Et cette fois-ci, alors on va sortir un petit peu, très légèrement, du thème du football, et un petit peu plus parler actualité. Ah, avec plaisir. Et donc, je pense que tu n'as pas raté ce qui s'est passé récemment en France avec la nomination de François Bayrou en tant que Premier ministre. Eh bien, ma question, c'est un dilemme que je te pose, donc j'ai du mal à trouver la réponse par ailleurs. Non, mais c'est le principe d'un dilemme. C'est le principe d'un dilemme. Hein. Je me permets de faire un point linguistique. Absolument. C'est pas un faux dilemme, c'est un vrai dilemme. Oui. Soyons purement scientifiques dans cette réflexion. Soyons-le. Entre François Bayrou et un croissant, lequel est le meilleur pour aller pêcher? Très bien, alors je ne vous cache pas, à brûle pour point, je n'ai jamais tenté la pêche au croissant. Cependant, peut-être que du croissant trempé dans un fond de Ricard, hein, comme me l'enseigne mon voisin propriétaire d'un étang, pourrait savoir être bénéfique, mais je ne suis pas un très grand pêcheur. Peut-être êtes-vous plus coutumier de l'activité. Non, je suis pas du tout pêcheur. Je me posais cette question-là très simplement quand je regardais la télévision. Comment peut-on pêcher? Comment peut-on le récupérer? Et donc je me suis dit que ce dilemme, ce serait une question assez intéressante. Ah, donc plutôt comment pêcher le Bayrou que comment pêcher avec du Bayrou. Est-ce qu'il est plus accessible qu'un croissant? D'accord, oui, d'accord. Mais je pense que ça dépend, parce que concrètement, parfois je cherche des croissants et c'est très difficile à trouver, notamment à partir de 14h30, 15h, on n'en trouve plus, c'est fâcheux, parce qu'on n'est pas obligé de forcément en prendre pour le petit déjeuner. Des fois, moi au goûter, j'ai envie d'un croissant, je sais pas si ça vous arrive aussi peut-être. C'est vrai, absolument, j'ai lu ça sur le forum j'aime-la-pêche.com. Oui, j'ai adhéré à la newsletter, donc je l'ai peut-être vu passer également. Voilà, et qui soulignait effectivement mais c'est un vrai problème structurel. En fait, il n'y a aucun croissant entre 14h et 15h. Et tu sais pourquoi? C'est parce que les pêcheurs de l'Allier ont assez faim vers les 12-13 heures. Et du coup, le temps après, et donc ils pêchent beaucoup de croissants. Ils prennent que des croissants. Ils ont des techniques assez efficaces, propres à la pierre locale, qui fait qu'ils arrivent à très bien attirer le croissant. Et du coup, après, tout ce qui découle dedans, c'est-à-dire le long de l'Allier, mais après dans la Loire et jusqu'à Nantes. Jusqu'à la mer finalement, jusqu'à l'océan, jusqu'à la mer. Oui, jusqu'à la mer, absolument. Donc au niveau des horaires, on est sur du 14-15 heures sur les endroits, les spots de pêche, type Nemours, Montargis, Orléans, Blois.
Ouais. Dans ces endroits-là, du coup, il y a plus de croissants vers 14-15. Je suis déjà allé à Nemours, au musée de la préhistoire, très sympathique. Et Ah ils oui. font beaucoup des coquelicots à Nemours, oui. Excellent, excellent. Ouais. Et bien, Il y a c'est des sur ce crânes. fait que je pense qu'on peut se laisser sur ce fait saillant et, Ah oui. et passer à la partie suivante. On peut passer à la partie suivante, puisqu'il est l'heure. Je pense qu'il est l'heure de jouer, n'est-ce pas, mon cher Hippolyte? Absolument, il est l'heure de jouer et de passer au Diaki Test. Et on va contacter tout de suite l'un de nos fans les plus assidus. Et oui, on attaque effectivement la dernière partie de ce Diouf Show seconde édition. Et on a un auditeur en ligne, Hippolyte, il s'appelle Amaury. Amaury, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien, qu'est-ce que tu es en train de faire? ça. Eh bien, tout va très bien. Là, je passe une petite soirée très sympathique. Et je vais bientôt regarder un petit film pour me détendre. Et puis voilà, passer une soirée sympathique. Eh ben, vous avez raison, et on invite tous nos auditeurs à faire de même, n'est-ce pas, Hippolyte? Ah oui, absolument. À passer une soirée très sympathique et très agréable. Ici pour le Diaki Test, et aujourd'hui, c'est une question un peu particulière, ce ne sera pas une question avec une réponse simple. Je vous explique le principe. Le magazine France Football a publié le classement des 15 joueurs français de l'année. Et ce qu'on va faire, c'est que chacun votre tour, vous allez donner un joueur que vous pensez être dans le classement, et le premier qui dit un joueur qui n'y est pas a perdu. Est-ce que ça vous va? Ça me va parfaitement. Alors, honneur à notre auditeur, Amaury, à vous l'honneur pour le premier joueur du classement, peu importe le classement dedans, je le donnerai par la suite. Florent Balmont. Florent Balmont est 13e. Hippolyte. William Saliba. William Saliba est 2e. Amaury, à votre tour. Franck Beria. Franck Beria est 16e sur 15. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, il est 6e, oui. Bravo. À moi maintenant, je vais peut-être prendre un risque, mais bon, parfois il faut prendre des risques, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Non, je vais être Nicolas Palois. Nicolas Palois, aïe, ça casse. Ça casse, Nicolas Palois n'est pas dans le classement cette année. Mais non, et non. Quoi? Mais non. Dernière position, Hippolyte, c'est un joueur que vous affectionnez tout particulièrement, je crois, je vous laisse le deviner. Jean-Philippe Mateta. C'est Jean-Philippe Mateta. Il est 15e de ce classement. Non. Et oui. Mais oui, mon JP. Mais oui, mon JP. Mais oui, il est 15e de ce classement, le JPM. Amaury, avant que vous nous laissiez en paix, une petite opinion sur Jean-Philippe Mateta. Jean-Philippe Mateta, il a des belles chaussettes. Eh ben Amaury, on va vous remercier d'avoir participé. Vous n'avez rien gagné malgré votre participation généreuse. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci. Est-ce qu'avant de vous quitter, je peux faire une petite dédicace, s'il vous plaît? Oui, allez-y, oui. Absolument, vous en êtes libre. Je vous assure que ce sera pas très long. Du coup, je vais faire une petite dédicace à Théo, voilà, mon meilleur copain, que parfois on appelle Tété, mais que en été. À Julien, Julien que j'ai connu, mais pas trop non plus, mais il était cool quand même à la récré. J'aimerais faire aussi une dédicace à Victor, Totor, à Alexandre, Alexaï, parfois, parce qu'il aime bien le basket. Et alors, du coup, on lui donne un petit nom un peu américain. Cool. Sympa. Merci. Bah, merci beaucoup pour toutes ces dédicaces. Bonjour à eux tous. Vous avez terminé? Oui, pas trop encore, parce que j'avais encore des prénoms sur la liste. Allez, encore deux prénoms et on clôt cette émission. Allez, on peut lui en donner 3. Allez, 3 prénoms. Parfait, ça va être rapide. De toute façon, je suis toujours quelqu'un qui est très succinct. J'aime pas trop développer, parce que je trouve que quand on développe trop, voilà. C'est sûr. On en dit un peu trop. C'est ce qu'on pense aussi avec Hippolyte, c'est qu'en général, quand il y a trop de développement, ça tue le développement. Et finalement, c'est contre-productif. Absolument. À Philippe, Patrick et Gilles, qui sont tous les 3 des membres de ma famille. Mais super, merci beaucoup en tout cas pour ce jeu, et puis bon courage aux prochains participants. Merci Amaury, bonne soirée. Salut Amaury. Au revoir. Allez, salut. Un participant valeureux aujourd'hui, mon cher Hippolyte. Ah oui, du panache. Ça vous a plu ce deuxième Diouf Show? Ah oui, très sympa, j'aime bien, on expérimente, ça avance un peu. Il y a encore quelque chose à régler dans notre couple, notre duo. Oui, mais je pense que on peut attendre un vrai produit fini très sympathique. Bon, vous savez quoi? J'attends beaucoup le retour des auditeurs et surtout des auditrices. Ah oui, c'est vrai qu'on s'intéresse à tous nos auditeurs et auditrices. On attend leur retour et on les prend avec certes un peu de mauvaise foi, mais aussi beaucoup de générosité. Absolument, c'est parfaitement synthétisé. Je pense qu'on peut se laisser là-dessus. On se laisse là-dessus et on se dit donc à la semaine prochaine pour le 3e épisode du Diouf Show. Un petit mot pour clore, juste un mot.
Au revoir. Arc-en-ciel.